Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Burning Man? Burning Man, c'est un festival, mais en fait, c'est pas un festival. On va en parler justement avec Benoît Bergeret. Benoît, en fait, c'est un ami qui est un entrepreneur entre la Silicon Valley et Paris, mais on va pas du tout parler de son métier. On va parler de cet événement qui se passe dans le désert du Nevada depuis un certain nombre d'années. Et en fait, Benoît, ça fait 12 ans qu'il y va. Il est allé 12 fois. Mais c'est aussi alors je sais pas le dire en français, je suis désolé, il y aura quelques anglicismes, le lead builder du temple. Donc en fait, à Burning Man, il y a quand même deux gros éléments qui sont le man, donc Burning Man, et le temple. Et donc lui lead le développement du temple. Mais cette année, il a fait un autre projet artistique, donc on va en parler avec lui. Donc je vous laisse avec cette conversation qui va être passionnante si vous vous posez des tonnes de questions sur le sujet de Burning Man et pour dépasser aussi tous les clichés autour du sexe, de la drogue, etc., dont on va parler aussi, bien sûr. Je vous laisse avec cette conversation. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à tous et à toutes. Bonjour Benoît. Bonjour. Comment ça va? Ça va super. Alors, on va parler de Burning Man. Comment tu définirais Burning Man? Parce que tout le monde dit c'est un festival, c'est pas vraiment un festival. C'est pas un festival. Dans un festival, il y a un programme qui est publié et les gens viennent pour voir le programme. Burning Man, c'est un événement culturel co-créé par une communauté, on appelle la communauté des burners, qui accueille chaque année des tas de nouveaux, on appelle des virgins, des vierges. Et l'ensemble du contenu est créé par les participants, sans nécessairement beaucoup de publications à l'avance sur ce qui va être fait. Et un des éléments qui est, je pense, très particulier, donc Burning Man, c'est aujourd'hui 80 000 personnes, c'est très gros, c'est quasiment une grosse ville de province éphémère qui dure une semaine, mais tout est gratuit, donc il faut rappeler quand même des éléments qui sont très particuliers, tout est gratuit, personne n'est payé sur place, à part ceux qui construisent les camps, éventuellement. Pourquoi tu y es allé la première fois? Qu'est-ce qui t'a emmené à Burning Man? J'ai entendu parler de Burning Man 2-3 ans après la toute première édition qui a eu lieu sur une plage de San Francisco qui s'appelait Baker Beach, où il y avait 25 personnes. Et c'est arrivé dans les canaux underground français, j'habitais en France à l'époque, et je me suis dit que ces gens-là étaient d'une culture et faisaient des choses que je trouvais vraiment marrantes. Quand j'ai déménagé aux États-Unis pour la première fois, en 91, j'ai regardé si ça existait toujours, et c'était toujours là, mais j'avais pas vraiment l'option d'y aller à cette époque-là pour des raisons personnelles, familiales. Et quand je suis revenu habiter la deuxième fois aux États-Unis en 2006, une des premières choses que j'ai fait, c'est je dis mais au fait ce truc-là, qu'est-ce que c'est devenu? Et là j'ai réalisé qu'en 2006 ça devait être déjà 30 000 personnes, un truc comme ça, que ça avait déménagé dans le désert du Nevada. Et donc ça a fait ni une ni deux. En 2007 j'y étais pour la première fois. Mais tu as dit quelque chose si je peux me permettre. Tu dis on ne peut rien acheter, c'est vrai, sauf de la glace et du café. Pourquoi? Parce que l'événement Burning Man et la culture Burning Man est régie par 10 principes qui sont super importants de comprendre. C'est pas des obligations, c'est juste des choses qui naturellement doivent sont reprises par les participants. Et un des principes, c'est radical self-reliance. Donc ne dépendre que de soi. Et ça veut dire que quand on vient une semaine dans le désert, voire plus, on en parlera plus dans mon cas, on doit venir avec absolument tout ce dont on a besoin. On ne doit pas compter sur une infrastructure, qui que ce soit. L'argent ne va servir à rien. C'est ça. Donc tu dois te nourrir, tu dois ramener ton eau, ta nourriture, ta douche si tu as envie de prendre une douche. Tes abris pour la nuit, tes habits. Il y a des toilettes quand même. Il y a quand même des toilettes, il n'y en a pas toujours eu. Au début, quand j'y étais, il n'y en avait pas. Ils ont expérimenté la deuxième année où j'ai été. Et donc, ça posait des problèmes techniques intéressants, parce qu'il fallait aussi s'occuper de ça et ramener tout ça avec soi. Oh, waouh! J'ai du mal à imaginer pour le coup. On va peut-être passer rapidement parce qu'en fait, quand on lit des articles sur Burning Man, et donc moi j'y étais cette année pour la première fois. T'es plus une vierge. Donc voilà. J'avais envie de voir justement ce que c'était et comprendre. Et voilà. C'est important d'expérimenter.
peut-être sortir des clichés autour du sexe, de la drogue. C'est souvent comme ça qu'on résume Burning Man, c'est-à-dire que en fait, on dit 3 choses finalement. On dit c'est un festival de musique électronique pour les riches, où il y a beaucoup de sexe et beaucoup de drogue. C'est pas tout faux. On va y revenir. Est-ce que tu peux nuancer, parce que c'est important de nuancer à ce moment-là, je crois. Oui, je crois que cette représentation, c'est celle qui fait vendre les papiers écrits par des gens qui n'y ont pas été. Et donc, c'est compréhensible parce que c'est le côté un petit peu edgy que ces gens-là croient qu'il y a à Burning Man. Et comme tu le dis très justement, il y a de la musique électronique à Burning Man. C'est un espace de liberté dans lequel les gens explorent leur propre expression et donc ça libère les énergies, en particulier pour certains au plan de ce qu'on appelle sexe positif, peut-être, au plan de la sexualité. Il y a quand même, c'est très cadré, il y a une culture du consentement qui est très forte. Et en cas de manquement aux règles de consentement, les sanctions sont immédiates parce que la communauté n'accepte pas ça. Donc c'est une communauté qui est autogérée sur certains principes de manière assez efficace. Ça ne veut pas dire qu'il y a de temps en temps des problèmes. Sur la drogue, c'est formellement interdit, parce que bien que ce soit légal dans le Nevada, enfin le cannabis, entre autres, Burning Man, c'est sur une terre fédérale, donc c'est interdit. Les usagers de la drogue se débrouillent et prennent leurs propres risques. Les gens qui n'en prennent pas, comme moi, j'ai jamais eu de pression à Burning Man. J'ai pas du tout l'impression d'être dans un environnement de gens défoncés. C'est très ouvert, ça passe tout seul, quoi. Moi, le truc que j'ai expérimenté sur la drogue, il y a 2 choses. La première, c'est que le niveau d'énergie est tellement élevé qu'en fait, c'est comme si tu étais high déjà, en fait. Donc, même sans prendre quoi que ce soit, finalement, tes sens sont tellement sursollicités, que ce soit visuellement, mais aussi au niveau du son, enfin, à tous les niveaux, finalement, la chaleur, le vent, la poussière, enfin bref. Froid. Le froid, la nuit. T'es déjà dans une situation où finalement ton cerveau il est dans un niveau d'énergie qui est très élevé parce qu'il y a du monde, etc. etc. Et finalement, même si tu prends rien, tu es déjà dans cet état-là. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a... Moi, ce que je dis sur ce sujet, c'est que je préfère les drogues naturelles que mon corps secrète. Et mon corps, à Burning Man, secrète énormément d'endorphines, d'adrénaline, etc. Et se laisser aller à ces choses-là, c'est un grand plaisir, parce que c'est des choses qu'on a tous en nous. Et donc, j'ai jamais éprouvé le besoin, effectivement, d'altérer cet état un peu particulier, mais parfaitement naturel, par des substances artificielles. Après, il y a... Enfin, on va pas non plus mentir sur le sujet, il y a de la drogue. Mais par contre, il y a peu d'alcool. Et moi, c'est un truc qui m'a vraiment intéressé, de voir qu'il y a de l'alcool, mais pas non plus des tonnes. Et surtout, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que finalement, sans alcool, il n'y a pas de vomi, il n'y a pas de bagarre, et il n'y a pas de gestes déplacés envers les filles qui sont souvent quand même dans des tenues plutôt dénudées. Et ben en fait, il n'y a rien qui se passe, comme tu parlais tout à l'heure de consentement et de respect, etc. Ben effectivement, finalement, il y a un énorme respect. On n'a pas parlé des 10 principes, tu n'es pas rentré dans le détail, mais il y a un énorme respect des personnes qui sont là-bas. Donc en fait... étrangement, tu te rends compte que l'alcool, c'est aussi une drogue, mais qui n'est pas forcément la meilleure. En tout cas, qui n'amène pas la meilleure énergie des gens. Je pense que c'est vachement intéressant. C'est une lecture intéressante. Moi, je vois énormément d'alcool à Burning Man. Ah, c'est vrai. Oui, tu peux faire remplir ta tasse n'importe où avec des cocktails qui sont chargés en vodka, etc. Donc, si tu veux boire, tu peux boire beaucoup. Mais je pense qu'il y a 2 facteurs qui contribuent à ce que tu dis qui est totalement vrai. C'est d'abord la culture burner. C'est vraiment une culture où ces principes de respect, de tolérance, mais aussi à partir du respect et de la tolérance, ça dicte des conduites et des limites à pas franchir, et la communauté est très vigilante, c'est-à-dire que quelqu'un dans ton environnement qui se comporterait mal, que ce soit à cause de l'alcool ou à cause de quoi que ce soit, immédiatement, à Burning Man plus qu'ailleurs, tu vas l'aider à arrêter ses conneries et à se comporter bien. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que le climat y est pour quelque chose. Il fait très très chaud dans la journée, et donc les gens boivent le jour un peu moins. La nuit, c'est quand même assez chargé en alcool. Mais et puis l'alcool, ça déshydrate. Donc naturellement, dans le désert, c'est pas forcément les meilleures choses à faire.
Le dernier point à toucher, je pense, c'est l'argent. Ça coûte très cher d'aller à Burning Man, c'est une certitude. Parce que d'abord, il faut aller là-bas. Enfin, quand on n'habite pas dans le Nevada, ou à San Francisco, qui est pas très loin. Et puis, il faut ce que tu disais, sustainable, enfin, amener tout ce dont on a besoin pour rester là pendant une semaine. Donc, ça a un coût. Le ticket coûte 420 €, je crois, 420 $. Ouais, quelque chose comme ça cette année. Peut-être. Donc ça a un coût aussi, même si c'est pour une semaine, c'est pas non plus incroyable. Après, une fois là-bas, effectivement, t'as plus de coût, mais c'est vrai que dans l'absolu, quand tu fais partie d'un camp, etc., donc on peut peut-être parler aussi des différentes manières d'aller à Burning Man, mais ça coûte au moins, enfin, je pense que pour une semaine, ce sera difficile de t'en sortir à moins de 2-3 000 €, même quand tu habites là-bas, quoi. Ça va être très compliqué. Donc il y a effectivement des gens qui ont de l'argent, qui sont sur place. C'est connu que tu as Paris Hilton qui vient, mais tu as aussi les grands Manitou du web, les patrons de Google, les patrons d'Amazon, etc. Et de plein de boîtes finalement. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, tu le ressens, mais pas tant que ça. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui disent oui, mais c'est un truc pour les riches uniquement? Je vais dire oui, c'est un truc pour les riches, mais pas uniquement. Pourquoi pas uniquement? Parce que d'abord, au niveau des billets, il y a des billets réservés aux gens qui peuvent prouver qu'ils ont des revenus faibles, et il y en a une dizaine de milliers de billets, c'est quand même pas négligeable. Il faut prouver avec ses déclarations d'impôts qu'on peut pas, qu'on a des revenus qui sont en dessous d'un certain seuil. Ensuite, il y a beaucoup de manières de ne pas payer du tout son billet. Par exemple, de faire de l'art. Tous les grands groupes d'art à Burning Man qui ont des subventions, enfin pour ceux qui ont des subventions, dans la subvention, il y a un certain nombre de billets qui sont fournis pour les volontaires. On peut aussi être volontaire pour la préparation du site ou pour ce qu'on appelle le strike, c'est-à-dire le démontage de Black Rock City, qui est la ville éphémère. Et dans ce cas-là, si tu fais ça de manière régulière, au début, il faut payer tes billets parce qu'ils veulent pas des freeloaders. Mais au bout de 3 ans, tu as droit à un billet gratuit si tu t'engages à le faire. Le transport, c'est vrai que quand on vient de loin, il y a le transport en avion qui compte. Ce qui peut coûter cher aussi suivant les choix qu'on fait, c'est le logement. Quand on loue un camping-car, pour utiliser l'anglicisme français, ça s'appelle pas du tout comme ça aux États-Unis. Ça peut coûter 3, 4, 5 000 pour la semaine. Donc il vaut mieux être plusieurs dedans pour réduire un petit peu les frais. Moi, ça fait 12 ans que je suis en tente. J'ai payé ma tente $600. Ça fait 11 ans que je suis en tente. Il y a 11 ans. Et donc mes frais de logement sur place sont ridiculement bas. Tu parlais tout à l'heure de ce que tu ressentais, de l'énergie que ça générait chez toi. Je pense qu'il y a quelque chose, moi, qu'on me demande souvent, c'est l'émotion. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai ressenti une fois que j'étais à Burning Man. Et moi, la description que j'en ai, c'est que c'est comme si j'étais un enfant dans un conte de fées, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, tu arrives et t'es sur ton vélo, donc tout le monde se déplace en vélo. Hein. Maintenant, il y a des vélos électriques d'ailleurs, mais tout le monde se déplace en vélo. Il y a évidemment pas de voiture. Enfin, une fois qu'elles sont arrivées, en tout cas, elles sont parquées et elles ne bougent plus. Il n'y a pas de réseau mobile non plus, hein, juste pour préciser. On est au milieu du désert. Et tu es là sur ton vélo, et en fait, les gens sont hyper bienveillants. Tout est beau parce que c'est quand même un décorum qui est incroyable au milieu du désert, c'est très très beau. Il y a, et on va parler des installations artistiques, c'est magnifique, tous les gens sont souriants, etc. Et en fait, du coup, moi j'ai vraiment eu cette sensation d'être dans un conte de fées. Il y avait vraiment ce côté utopique qui était très très fort en fait. Comment toi tu t'es engagé? Je parlais là des installations artistiques. Donc j'ai dit dans l'introduction qu'il y avait 2 grosses installations artistiques qui étaient le Man et le Temple. Et là cette année, en fait, tu as été lead builder sur le Folly, donc qui est un autre élément artistique. Comment ça fonctionne? Comment t'en es arrivé là? Et qu'est-ce que ça apporte vraiment à l'expérience Burning Man, cette partie artistique? Je vais répondre en utilisant la première partie de ta question qui était sur les émotions. Cet enchantement que tu dis avoir vécu pour ta première participation, je crois que c'est un truc très fort et c'est un truc qui reste au fil des années.
C'est une composante vraiment importante. Alors au fil des années, j'ai essayé de l'analyser, de comprendre pourquoi. Oui, il y a l'aspect extérieur, mais il y a aussi la bienveillance. Les burners sont une forme de tribu parce qu'ils adhèrent à un certain nombre de codes. Dans un espace de liberté totale, les règles du monde extérieur ne s'appliquent que très peu à Burning Man. En particulier au niveau de la liberté d'expression, de la tolérance, etc. On est dans un monde où les gens viennent parce qu'ils adhèrent à ces valeurs de tolérance, de respect, de radical self-expression, d'expression personnelle radicale, ce qui aussi débouche sur la manière dont les gens s'habillent à Burning Man. C'est de l'expression, c'est pas du déguisement. On cherche pas, peu de gens à Burning Man cherchent à ressembler à quelque chose. Donc je pense que la première fois que tu viens, tu te déguises. Et en fait, une fois que tu y es, tu réalises. Enfin, moi, c'est ce qui s'est passé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais emmener, machin. Oui. Donc, j'étais vraiment dans cette idée de déguisement. Et en fait, une fois que tu y es, tu réalises qu'en fait, tu es dans une sorte de liberté abyssale où il n'y a plus de normes sociales, où tu peux faire ce que tu veux. Donc, si tu t'es dit un jour... Tu pourrais te trimballer une semaine à poil, personne s'en foutrait. C'est ça. Tout le monde s'en fout. Enfin, c'est très bizarre, parce qu'en fait, du coup, c'est vraiment comme ça que tu le vis. Et c'est très étrange, parce que c'est abyssal. C'est-à-dire qu'en fait, tu fais ce que tu veux. Tant que tu es dans le respect des autres, évidemment, mais... tu fais ce que tu veux. Au niveau de l'expression personnelle, tu fais absolument ce que tu veux, tu fais ce que tu veux de tes journées, il n'y a pas d'agenda, c'est très difficile de donner rendez-vous aux gens à Burning Man parce que tout le monde est porté par cette liberté totale et donc tout le monde flotte un petit peu à droite, à gauche. Et donc, ces émotions, moi, je les ai ressenties très tôt et c'est pour ça que j'ai voulu creuser. Et ensuite, j'ai compris qu'il fallait vraiment que je devienne acteur et non pas spectateur. La première année, on est toujours un peu spectateur. Or, Burning Man, c'est un événement, encore une fois, co-créé. Et chacun, on n'a pas besoin d'être un danseur ou un musicien, chacun a sa pierre à apporter. On peut contribuer en faisant plein de choses, en servant du café. Il y a des Français qui font de la baguette tous les matins et qui distribuent de la baguette. Ils la vendent pas, hein, attention, ils l'offrent, hein, c'est une gift economy. Et moi, je me suis dit que mon truc, pour retrouver cette émotion et surtout la faire partager, c'était d'organiser des camps moi-même. Et donc, progressivement, d'une année sur l'autre, j'ai organisé des camps de plus en plus gros. J'ai max environ 25 personnes, à chaque fois avec au moins la moitié de nouveaux. Et un jour, j'ai senti que je pouvais être encore plus acteur de l'événement. Et c'est là que je me suis rapproché de projets artistiques à travers mon réseau à San Francisco, parce que j'habitais là-bas, et que assez rapidement, après avoir un petit tour par quelque chose que tu as vu sur la playa cette année, le 747, que j'ai aidé pendant quelques mois, ensuite je me suis retrouvé en 2016 à aider les équipes de David Best sur le temple, et depuis, tous les ans, je consacre pas mal de temps soit au temple, soit cette année à une autre œuvre de big art, comme on dit. Ces énormes structures qui se ressemblent jamais d'une année sur l'autre, qui sont toujours nouvelles et différentes, et qu'on finit toujours par brûler à la fin de la semaine. C'est l'art qui brûle à Burning Man, ça fait vraiment partie du gestalt de l'événement. Un burn, comme on dit, où on pourrait pas burner, où on pourrait pas brûler, ce serait pas vraiment un burn. Et alors là, il y a deux choses, parce que tu n'as pas vraiment répondu à ma question sur c'est quoi le rôle de ces installations artistiques, et qui sont effectivement complètement... il y a aucune stabilité à Burning Man, c'est ça qui est aussi intéressant. Mais la deuxième question, et qui est liée au fait de brûler, mais aussi au fait que tout le monde vient en vol, qu'on commande souvent, pas toujours, mais sur Amazon, les produits pour être là-bas, etc., etc. Ça, on parle beaucoup de l'impact écologique, évidemment, de Burning Man, alors que, effectivement, dans les valeurs de Burning Man, il y a le respect de la Terre. Donc, c'est quasiment, c'est contradictoire, en fait, a priori. En tout cas, quand tu regardes de l'extérieur, tu te dis, les mecs, ils se donnent bonne conscience, parce qu'en fait, la réalité, c'est que quand même, quand tu brûles des éléments en bois, quand tu prends l'avion pour aller quelque part, on peut pas dire que tu as un impact écologique à zéro ou positif, quoi. C'est pas possible. Alors, je sais pas, peut-être la première partie, c'est sur les installations artistiques, et la deuxième partie sur le bilan écologique. Pour les installations artistiques, c'est pas quelque chose qui a été prévu par les organisateurs de Burning Man. Comme la musique n'a pas été prévue. Comme Burning Man, il y a 10 ans, il y avait beaucoup moins de musique électronique. Ça a vraiment commencé il y a 8-9 ans. Et c'est monté très vite en puissance. Et c'est pareil pour l'art. C'est des participants qui ont commencé assez tôt dans l'histoire de Burning Man à construire des trucs. Et comme la playa, c'est-à-dire ce fond de lac séché sur lequel l'événement se passe tous les ans, est une surface absolument plate,
absolument lisse, blanche ou très claire. C'est comme une feuille de papier. Et donc ça appelle de la création artistique. Ça, c'est comme être dans un musée. Hein. Les murs d'un musée, c'est souvent tout blanc pour que l'œuvre sorte. Bon, là, on a la chance que la nature nous offre un musée en plein air, éphémère, temporaire. Et donc, au fil des ans, il y a de plus en plus de gens qui ont voulu faire de l'art, qui ont voulu le présenter. Donc maintenant, l'organisation est un petit peu obligée de mettre un peu de discipline dans tout ça. Donc ils attribuent des lieux aux installations artistiques qu'ils choisissent sur dossier. Cette année, il y avait plus de 500 œuvres qui étaient comme ça sur la playa. On était à 350 l'année dernière. Cette année, on était à plus de 500 œuvres. Alors, il y a tout. Il y a des choses qui ressemblent à rien, qui sont juste des... C'est un jugement de valeur. Oui, c'est très personnel. Mais des choses qui ont pas pu être finies à temps, des choses comme ça. Et puis, il y a des choses qui marquent beaucoup les gens, suivant les sensibilités personnelles, et certaines marquent tout le monde. Il y a des Français qui font des choses très intéressantes. Il y avait plusieurs Français cette année qui faisaient des choses sur la playa. L'année dernière, pareil, l'année dernière, il y avait des fleurs géantes en métal qui minaient du Bitcoin sur la playa. Un projet de Primavera. Exactement. Que j'ai reçu sur ce podcast d'ailleurs. Et ensuite, l'impact écologique. Parce qu'effectivement, enfin, tu vois, une critique qu'on peut faire assez facile quand même à Burning Man, c'est que, tu vois, moi j'ai volé de Paris jusqu'à Los Angeles, puis Reno, puis j'ai pris le bus. Bon, j'ai quand même pris le bus, mais pour aller de Reno jusqu'à Black Rock City. Mais enfin, ça a un impact écologique qui est pas neutre, qui est même énorme en fait. Qu'est-ce que tu réponds là-dessus ? Alors, c'est un sujet sur lequel les burners sont trollés régulièrement. Et quand on prend la peine de regarder les choses, d'abord, il n'y a pas de conclusion. Peut-être que oui, c'est plus que ce que ça devrait être, peut-être que non. On va séparer la partie transport de la partie art sur le bilan écologique. Sur la partie transport, une chose que les gens de l'étranger peut-être ne comprennent pas bien, c'est que ça a lieu sur le week-end de Labor Day, qui est un des rares week-ends de 3 jours. Il y a quelques dates dans l'année aux États-Unis où tout le monde prend l'avion. Parce que c'est les week-ends de 3 jours et que donc qui on va voir la famille, qui etc. Donc les gens qui prennent l'avion depuis ailleurs aux États-Unis pour venir à Burning Man, ils auraient pris l'avion pour traverser les États-Unis de toute façon, ou très vraisemblablement. Parce que s'ils ont les moyens de venir à Burning Man, ils auraient eu les moyens de faire ça. Hein. Donc c'est mathématique. Le bilan transport, il est négatif si on compte les Européens qui viennent ou les gens qui viennent d'Asie. Est-ce que ces gens-là n'auraient pas volé à ce moment-là ? Peut-être effectivement, peut-être que là il y a un petit... ensuite sur l'art, tout ce qui est art en métal est récupéré, réinstallé ailleurs, souvent vendu, et donc ça fait beaucoup de bien aux artistes. Les grosses œuvres en bois sont brûlées. Pour bien comprendre que l'impact écologique est nul, voire négatif, enfin positif, il faut comprendre que les États-Unis, c'est une culture de la construction en bois. Et que donc, pas du tout comme en Europe, en tout cas pas comme en Europe du Sud, et que donc il y a une production de bois qui génère énormément de bois rejeté, soit dès la production parce qu'il n'est pas aux normes pour la construction, soit après construction parce qu'on détruit une maison pour en reconstruire une autre derrière, ou on change sa palissade, etc. Donc il y a des œuvres qui utilisent du bois plus récent, mais ce bois aurait de toute façon été utilisé dans un circuit, c'est pas du bois qui a été coupé exprès pour ça. Et le fait qu'il soit brûlé, il aurait fini par brûler. Le bois recyclé, c'est encore plus clair. Quand on fait un chantier et qu'on casse une maison en bois, tout ce bois est transporté dans une usine qui va utiliser des cols, de l'énergie, etc. pour le transformer en poudre, pour le transformer en briques à brûler dans la cheminée. Donc, le bilan énergétique, nous, on le brûle sans ces transformations-là. Donc, le bilan énergétique, en l'occurrence, est largement positif en notre faveur sur les grosses œuvres d'art quand c'est du bois récupéré. Et moi, mon point de vue, j'ai l'impression que... En tout cas, je me suis évidemment posé la question, et c'est aussi pour ça que j'y suis allé. J'ai la sensation que ça a un tel impact... Parce qu'en fait, comme ça paraît un peu con, parce qu'on peut dire, oui, c'est des gens riches qui vont s'amuser dans le désert. Bon, quand tu résumes, voilà. La réalité, c'est que les principes dont tu parles, ils sont quand même extrêmement forts une fois que tu y es. Et qu'en fait, à mon sens, mais peut-être que je me justifie moi-même, j'ai l'impression que d'aller à Burning Man fait que tu ne peux pas repartir sans ces valeurs d'une manière ou d'une autre, et que du coup, le fait de venir à Burning Man, ça participe au changement de société. Donc quelque part, ça a aussi cet impact, c'est-à-dire que quand tu repars chez toi, tu peux pas
repartir totalement neutre de l'expérience. Et donc tu ramènes ces valeurs quelque part aussi, tu les diffuses dans la société là où tu habites. Donc finalement, moi j'ai l'impression que bien sûr qu'il y a un impact écologique qui est fort, mais en même temps que ça a un impact sociétal quasiment encore plus fort, en tout cas que ça participe dans le bon sens. Et positif, oui, parce que les valeurs, il faudrait qu'on en lise quelques-unes. C'est des valeurs qui, parfois, manquent cruellement à la société dans laquelle on vit. Le radical self-reliance, autrement dit, se prendre en charge, ça, c'est quand même quelque chose d'important dans la vie de tous les jours. Radical inclusion, être très tolérant de qui vient, de qui on va interagir, etc. Decommodification, ça, c'est un principe important, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de marque, on ne fait pas de pub, etc. Et c'est vrai que et il y en a 10 comme ça, j'engage ceux qui nous écoutent à aller les voir sur le site de Burning Man, c'est affiché de manière très, très prééminente. C'est vrai que je rencontre pas beaucoup de gens qui ont été à Burning Man et qui n'ont pas modifié, ne serait-ce que légèrement, leur rapport, leur manière d'être dans la société. Absolument. Et le dernier point que j'avais envie de toucher, c'est Burning Man, c'est une ville, enfin Burning Man, en tout cas Black Rock City, c'est une ville utopique qui dure une semaine. Il y a pas mal de chercheurs qui s'intéressent à l'impact que peut avoir une société utopique justement sur qu'est-ce que peuvent apprendre les villes d'une société utopique ou d'une ville utopique. Toi, t'as un avis là-dessus ou pour toi, c'est quoi l'impact de Burning Man sur potentiellement, ou qu'est-ce qu'on pourrait apprendre de Burning Man dans la société, ou qu'est-ce que ça dit de la société ? C'est une très bonne question. Il y a, à mon avis, il y a deux angles après 12 ans et pas mal de réflexions sur le sujet. Il y a le sujet de l'urbanisation et de l'organisation collective. Et ensuite, il y a le sujet plus sociétal. On va commencer par le sociétal. Burning Man, c'est né comme un concept sociologique de free zone, c'est-à-dire un espace d'autonomie temporaire. Je crois que ça s'appelle en sociologie en français. Donc un endroit où les règles du monde normal ne s'appliquent pas. Il y a eu des expériences célèbres là-dessus à Stanford, par exemple, avec des étudiants avec un meurtre, etc., voir comment les gens réagissaient autour d'un faux meurtre. Il y a eu des expériences passionnantes et je trouve que cette expérience de Burning Man n'est pas suffisamment bien comprise par les gouvernements. Je pense que les gouvernements gagneraient énormément s'ils savaient laisser favoriser l'émergence de ce genre d'espace-temps limité, donc sans trop de risques, pour que leurs électeurs, pour que les gens, les Français en l'occurrence, si ça se faisait ici, puissent expérimenter des choses au-delà du cadre finalement très contraignant nécessaire dans lequel on vit tous. C'est des bulles de liberté sociale et sociologique qui seraient très intéressantes à mettre en œuvre. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, sur l'urbanisation, c'est un sujet plus difficile parce que le fait que la ville, c'est une vraie ville, elle est incorporée, ça devient la deuxième plus grande ville du Nevada pendant une semaine par an. Elle a un bureau de poste, on peut recevoir du courrier, on peut en envoyer, etc. Le fait que ce soit temporaire permet tout un tas de choses qui ne fonctionneraient pas dans une ville normale. Et d'autre part, je crois que la dernière expérience en date, c'était au Mexique, mais créer une ville en partant d'une feuille blanche, comme on le fait chaque année avec Black Rock City dans le désert, il n'y a plus beaucoup d'occasions de faire ça. Donc, ce que les urbanistes regardent, c'est les schémas d'organisation, c'est la manière dont l'infrastructure fonctionne, c'est de comprendre que à certaines conditions, les gens n'ont pas tous ni besoin ni envie d'avoir absolument tous les services chez eux ou très près. Ils sont prêts à se mélanger plus. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'on apprend sur les espaces collectifs à Burning Man, où les gens se retrouvent volontiers et qui ne sont pas forcément des espaces permanents. Moi, je fais un parallèle souvent en termes d'urbanisation. On est à la limite de la sociologie, mais il y a un endroit qui me fait beaucoup penser à Burning Man, qui existe depuis plus de 2000 ans en activité continue, c'est la place Jemaa el-Fna à Marrakech. Je ne sais pas si tu y as déjà été. C'est un lieu extraordinaire où il n'y a aucune... il y a bien sûr des lois qui s'appliquent, etc. Mais qui est complètement... c'est les gens qui se sont appropriés tous les soirs, depuis plus de 2000 ans, de manière continue. C'est classé maintenant au patrimoine mondial culturel de l'UNESCO. Et je trouve qu'il y a beaucoup de ça dans Burning Man. C'est dommage que... Alors peut-être qu'il y a d'autres endroits que je ne les connais pas, mais c'est dommage que ce genre d'espace commun... qu'on laisse la communauté s'approprier sans surpenser les choses. En France, on a un petit peu tendance à surpenser l'organisation. À la fête de la musique, c'est venu du ministre de la musique. On n'a pas laissé les Français décréter qu'ils voulaient une fête de la musique et s'organiser pour ça. Je pense que ça rejoint un peu mon commentaire sur les zones d'autonomie temporaire. Laisser un peu
un peu de liberté ponctuelle aux gens pour créer des espaces collectifs où ils sont bien ensemble et où ils font des choses ensemble, ce serait très positif. Mais en même temps, peut-être que ça fait peur aux États parce que quelque part, je pense que tu ne te rends pas compte de la contrainte du système tant que tu n'en sors pas. En fait, finalement, Burning Man, ça permet de sortir de cette bulle et de se dire, mais en fait, ça peut être autrement, les gens peuvent être bienveillants, tu peux ne pas avoir de pression sociale sur la manière dont tu t'habilles, tu peux, enfin, tu vois, il y a quand même, tu peux ne plus avoir de repères de temps, tu peux, alors bien sûr c'est temporaire et ça dure une semaine, évidemment, ça serait peut-être compliqué de le vivre comme ça à vitam, mais en tout cas, peut-être qu'il y a des États qui ont peur de ça finalement, parce que tu vois, quelque part ça te donne une autre vision de ce que pourrait être la société. Oui, je crois que c'est très effrayant, puis il y a un problème de responsabilité, c'est-à-dire si on laisse la liberté aux gens et que ça se passe mal, les politiques n'ont pas envie de payer le prix. Donc, et d'ailleurs, les autorités américaines mettent de plus en plus de pression sur Burning Man, parce que dans la société, il y a la moitié de la société qui sont des explorateurs et l'autre moitié qui sont des contrôleurs. Et donc là, Burning Man, on est en plein en ce moment dans cette lutte entre la communauté des burners qui veut explorer plus loin et qui résiste, la communauté des contrôleurs, je les appelle, qui ont peur, qui veulent cadrer les choses. Et alors, Burning Man, ce podcast, il s'appelle Blanc. Je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir ou claquer la porte. Je pense que si vous avez écouté jusqu'ici, il faut absolument que vous débrouillez pour venir à Burning Man l'année prochaine. C'est clair. Et on peut ouvrir la porte à Burning Man quelque part. Enfin, ouvrir la porte finalement à une société utopique différente qui permet de regarder la société dans laquelle on vit de manière différente, sans doute. Alors, si je peux me permettre juste un petit plug, même si j'ai pas la date exacte, mais il y a des burners français qui se réunissent régulièrement. On a la semaine prochaine, je crois, dans le 13e à Paris, une rencontre entre burners, ça s'appelle un Burning Café. Donc, si vous cherchez sur Facebook ou sur le web Burning Café, vous pourrez venir rencontrer des burners comme Greg, comme moi et bien d'autres, et discuter de tout ça en présence avec nous, en live. Merci beaucoup Benoît. Merci d'avoir écouté Blanc. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.